Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'abord à Jean-Marie Detrey et à toute l'équipe, je connais déjà une petite partie, qui, jour après jour, on peut dire ça, puisque désormais c'est sur l'année que ça se situe, et pas seulement sur 15 jours au début de l'été, qui jour après jour prépare ces manifestations dont je connais la qualité pour avoir eu l'honneur d'être l'invité il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et qu'on me permette de commencer cette intervention en évoquant la mémoire d'André Gaulle. Il y a 3 ans, André m'avait invité. Il n'était pas là, il n'était plus là. Plus exactement, j'en parlais en partie de la fin de l'après-midi avec Madame Gaulle, il est toujours là. Et donc, c'est ce que je voulais dire pour commencer. C'est que ça a du sens, ce que nous faisons, parce que nous ne faisons pas pour nous un moment pour passer à autre chose. Nous le faisons parce que nous nous inscrivons dans une longue histoire, celle que je vais évoquer de la laïcité, qui commence à la Révolution française, mais plus généralement, celle de la culture, celle de la défense et de la promotion de nos territoires, de nos produits. Voilà, c'est dans cet esprit-là que je me place. Et évidemment, je veux aussi saluer la présence de Laurent Adam et du collectif Le Droit, dont je sais, pour le suivre là aussi, très régulièrement les activités en matière de laïcité. Le printemps de la laïcité 2016 s'annonce, il sera, vous le verrez, superbe. Bref, voilà, nous sommes réunis pour parler de ce défi du XXIe siècle qu'est la laïcité. Je commencerai en disant, en rappelant une phrase qui m'a beaucoup bouleversé, dont nous avions parlé avec Jean-Marie quand il m'avait appelé pour m'inviter. Cette phrase est la suivante: ils ne peuvent pas être morts pour rien. C'est ce qu'écrivait Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui avait échappé au massacre. Il l'écrivait dans le numéro du 14 janvier 2015. Et donc, c'est sous le patronage de ces personnes massacrées, de ces centaines de morts de Saint-Denis, de Paris et plus récemment de Bruxelles, que nous sommes rassemblés ce soir. Mais comme je le disais tout à l'heure, en évoquant un autre souvenir, celui d'André, nous ne sommes pas là pour une commémoration. Nous devons prendre de la hauteur. Nous leur devons, aux uns et aux autres, de montrer, de faire vivre cette histoire dont nous sommes les héritiers, qui va de la Révolution française à aujourd'hui, de rappeler que nous sommes plus directement les enfants de Jean Jaurès, d'Aristide Briand, de Ferdinand Buisson, c'est-à-dire des pionniers de la loi de séparation. Et devant ce sujet, son caractère un peu immense, je me suis dit, mais par où commencer? Quel type de problématique choisir? Et j'ai choisi de parler de 2 choses qui sont contradictoires et qui pourtant existent toutes les deux dans le monde aujourd'hui. D'abord, la laïcité, une exception française,
On le dit souvent, je le montrerai, c'est assez vrai. Mais aussi un mouvement de fond en Europe et dans le monde. Et en disant cela, vous voyez, déjà je m'inscris en faux. Je refuse, nous refusons la barbarie, le fanatisme. Nous affirmons que nous continuerons à faire vivre ces sujets. Avant d'entrer dans le sujet lui-même, je voudrais tout de suite prendre une précaution, ou plutôt faire une mise au point. Je vais être amené à parler des dérives intégristes de plusieurs religions, et pas seulement d'une seule. Qu'il soit bien clair entre nous que je ne confonds jamais, que nous ne pouvons pas confondre la masse des croyants, quelle que soit leur confession, dans le monde, mais particulièrement en France, qui sont des croyants sincères, qui sont, pour ce qui concerne les Français, à partir de notre terminologie, d'authentiques républicains, avec ces fanatiques, qui se servent d'une religion pour assouvir une violence, laquelle peut s'exprimer d'ailleurs, comme nous le verrons, de différentes façons. Donc voilà, que ces choses-là soient bien claires. D'ailleurs, je le dirai tout à l'heure, je le redis dès maintenant, la laïcité n'est pas une religion et elle n'est pas, ne peut pas être, sauf alors à changer de nature, à ne plus être la laïcité, elle ne peut pas être anti-religieuse. J'ai évoqué déjà allusivement le climat dans lequel nous sommes, et Jean-Marie l'avait déjà introduit. J'y reviens un instant sans m'attarder parce que ce n'est pas le plus important, mais enfin, quand même, deux vagues intégristes ont déferlé sur la France depuis 2012. Et encore, quand je dis deux, commençons en 2012 avec les assassinats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse. Et puis il y a bien sûr ces vagues des fanatiques islamistes, les 7, 8 et 9 janvier à Paris et à Saint-Denis, le 13 novembre, tout récemment, et encore plus près de nous, le 22 mars à Bruxelles. Ces événements nous posent de vrais problèmes. Nous nous disons, mais dans quel monde sommes-nous? Est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à cette horreur, de la surmonter et d'aider nos concitoyens à trouver le bon chemin? C'était la première vague intégriste. Il y en a une deuxième, qui bien sûr n'est pas de même degré, qui n'a pas causé de mort, mais que nous devons considérer aussi avec beaucoup d'attention. Ce sont les grands cortèges d'une structure qui s'est appelée à contresens la Manif pour tous, et qui avait pour objectif de discriminer les minorités homosexuelles, de refuser un texte de loi qui heureusement a été voté, qui s'applique et que plus personne n'osera remettre en cause. Cette deuxième manifestation, moi j'ai été très sensible parce que là où nous habitons à Paris, la manifestation, c'est ce cortège nombreux, des dizaines de milliers de personnes. C'est pour ça que j'en parle. Il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé là. Défilé tout près de chez nous, je suis allé regarder parce que ça me paraissait intéressant en soi, et par rapport au sujet sur lequel je travaille. J'ai vu, mes yeux vus, quelques pancartes, mort à la gueuse. Mort à la gueuse, ça ne vous dit peut-être rien. C'était les slogans clamés par
les monarchistes, enfin les anti-républicains de l'affaire Dreyfus jusqu'à 1905, avec, hélas, trop souvent l'appui de l'Église catholique. J'ai même entendu quelques crimes rouge-juifs. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, la concomitance des deux. Je n'imaginais pas, pour tout vous dire, que cela soit possible en France, ni pour l'une, ni pour l'autre. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, c'est le même refus de l'autre, avec une majuscule, perçu comme différent. Le même refus de la liberté de conscience et la même conception totalitaire de la religion. À partir de ce constat, on se dit, il faut comprendre, il faut en tout cas essayer de cheminer, de trouver quelques éléments d'explication. Et on se dit que c'est d'autant plus nécessaire qu'on veut éviter le double écueil, celui de la xénophobie et du racisme. On parle évidemment du comportement de l'extrême droite, mais aussi de ceux qui, parfois de bonne foi, se mettent à surévaluer les racines chrétiennes de la France et oublient toute l'autre dimension qui est celle des Lumières, de la Révolution française, de la loi de 1905, etc. Et je me suis dit, mais au fond, comment en est-on arrivé là? Ce que je vais vous dire maintenant sera très, très schématique. Mais j'ai le sentiment qu'on ne peut pas comprendre de tels excès, de tels débordements, si on ne prend pas suffisamment de champ. Et je me suis souvenu que j'avais travaillé autrefois, pour un cours que je faisais à l'université, sur un moment sur lequel il y a eu très peu d'écrits et de travaux de fait. Ce que j'appelle, moi, le tournant conservateur et clérical des années 1980. L'histoire veut que entre 1978 et 1983-85, l'imam Khomeini revient à Téhéran et institue la République islamique, la République entre guillemets, pour moi évidemment, et depuis ce pays est raffiné, cultivé, ouvert sur l'Occident, où les femmes avaient acquis une indépendance, vous le savez, vit dans la régression et le conservatisme et la discrimination. Mais au même moment, et ça m'a beaucoup interpellé, au même moment, un certain Ronald Reagan est élu président des États-Unis. Et il sera réélu. Et dans les deux cas, avec une composante, une force qui se manifeste encore, si vous regardez les partis du Parti républicain qui répond très exactement ça, avec la composante du protestantisme évangélique, une conception très rigoriste, très étroite, très discriminante par rapport aux femmes et aux minorités homosexuelles, ça va de soi, du protestantisme, que je ne confonds pas là encore, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, je ne confonds pas évidemment avec le protestantisme français, huguenot, comme nous le connaissons. Mais voilà, chef d'État, principale puissance, qui ne craint pas de mettre ses idées cléricales en avant. Et puis, troisième élément, troisième personnalité, au même moment, Margaret Thatcher, oui, qui défait les travaillistes et qui soutient sans aucune hésitation, avec beaucoup de force, la politique à la fois néo-libérale et de conquête et d'intervention au Proche-Orient de Ronald Reagan. Et puis, je voudrais, je vais dire ce que je vais dire là, avec beaucoup de précaution, je voudrais que
ça soit compris avec la sincérité qui est la mienne, c'est aussi le moment où Jean-Paul II devient pape. Or, Jean-Paul II, suivi de Benoît XVI, ce n'est ni Jean XXIII, ni le pape François. Ça se comprend d'ailleurs, c'est pas lié à son origine d'Église catholique, c'est lié à ce qu'il a vécu, souffert dans l'Europe de l'Est. Mais vous voyez comment, tout d'un coup, sur la scène mondiale, on peut dire, les dirigeants les plus influents, finalement, tournent le dos très exactement à ce grand moment de libération et de progressisme qu'a représenté les années 1960, qu'a illustré le mouvement de mai 68, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour faire de l'histoire, c'est parce que je pense que nous sommes toujours dans ce climat-là. Et que les difficultés que nous connaissons en France aujourd'hui, c'est parce que nous sommes imprégnés, nous sommes sous la pression de cette vague conservatrice. Et comme j'ai précisé, cléricale pour une part. Alors, une fois que j'ai évoqué les drames du début, que j'ai évoqué cette explication, vous pourriez vous lever, partir et dire il n'y a plus rien à faire. Non. Dit dès le départ que justement il y avait en même temps un mouvement d'espoir, car le monde est ainsi fait qu'il y a en son sein des dynamiques complexes et contradictoires. Et ce soir, mon rôle c'est au fond de vous donner les éléments de cette exception française de la laïcité, de vous indiquer, de vous rappeler d'où nous venons, d'où elle vient. Sa genèse, c'est la Révolution française. C'est la Révolution française qui, en 1789, met à bas l'Ancien Régime et la monarchie de droit divin. Tout est changé. Avant même que la République soit provisoirement proclamée, s'il n'y a plus de monarchie de droit divin, on entre dans un système, dans un mode de gouvernance, même si cette époque-là c'est très brouillon, évidemment, ça va, ça vient, mais on entre dans un mode d'organisation de la société où il y a d'un côté le pouvoir politique et il y a à côté différent la puissance religieuse, la croyance, y compris organisée sous forme de culte. Et la Révolution française ne se borne pas à faire ça, enfin les révolutionnaires, ils établissent le premier registre civil dans les municipalités. Jusque-là, c'était seulement le registre paroissial qui inscrivait la naissance, le mariage et la mort. Et quand, comme ce fut le cas hélas en France, y compris une grande partie du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, et quand il y avait un citoyen ou une citoyenne qui ne se reconnaissait pas dans la religion d'État, on peut l'appeler ainsi, eh bien, c'était d'énormes difficultés, de même d'ailleurs que pour la mort, qui elle aussi était faisait partie des missions de l'Église catholique. Seulement, la Révolution française, vous savez, c'est aussi la guerre de Vendée, c'est la terreur, c'est un peuple qui n'arrive pas à trouver son équilibre. Il faut dire qu'à ses frontières, tous les souverains et toutes les armées du reste de l'Europe organisées essaient d'abattre ces révolutionnaires. Bref, Napoléon, premier consul, puis Napoléon Bonaparte, puis empereur arrive, et il cherche, parmi tous ses travaux, Napoléon, nous lui devons beaucoup, grosso modo, à mon avis, Napoléon et les débuts de la Troisième République ont fait la République dans laquelle nous vivons. Il cherche comment sortir de cette situation. Et il décide de signer un concordat avec le pape, qu'il fait venir à Paris d'ailleurs sans
ménagement. Ce concordat reconnaît l'Église catholique à nouveau comme la religion, mais il a tiré les leçons de ce qui s'était passé. La religion de la majorité des Français. Ce qui est déjà, vous voyez, une formulation beaucoup moins entière que l'Ancien Régime. Il accorde à l'Église catholique, à tous ses représentants, au fond, un statut de quasi-fonction publique et des financements, il les salarie, hein, plus des budgets conséquents, mais, et dans le mais, dans ce que je vais dire, il faut comprendre toute la suite. Mais, il a convoqué, je l'ai dit à Paris, le pape, il l'a traité de façon presque humiliante. Et, dans les articles organiques que Napoléon fait voter par le Parlement du moment, il met une série de conditions qui font que l'Église, désormais, est sous tutelle. Autrement dit, concordat, c'est ça, une Église financée et une Église qui a perdu son indépendance. Il faut bien comprendre que tout le XIXe siècle va tourner autour de ce questionnement. Accompagné, bien sûr, de l'idée de conquérir la République, hein, par rapport aux royautés qui sont succédées au Second Empire, etc. Et finalement, on arrive à la Commune de Paris. Alors le XIXe siècle, il est sanglant, hein, il est terrible, hein, des milliers de morts lors des massacres de juin en 1848, lors de la Révolution, mais aussi, ça on le sait moins, 20 000 tués pendant la Commune de Paris par les Versaillais, et des milliers, dont Louise Michel, de déportés en Nouvelle-Calédonie. Et puis, je le raconte tout ça dans mon livre, parce que j'ai fait un gros travail, un dernier livre sur l'histoire, je suis en train de vous raconter, c'est un chapitre, la moitié. Et puis, au fond, cette Troisième République qui a été décidée au lendemain de Sedan, elle est très fragile. Il y a une majorité de dirigeants, pas dans le peuple, la suite le montrera, mais de dirigeants qui veulent revenir soit à l'Empire, soit à la royauté, et il trouve un maréchal, MacMahon, qui fait un coup d'État pour imposer la fin de la République. Et là, 1877, là, admirable, un homme se lève, Gambetta, il anime le parti le plus à gauche à cette époque, les radicaux socialistes. Il mène campagne et par 2 fois, MacMahon est désavoué par le suffrage universel. Il doit démissionner en 1979 et Jules Grévy devient enfin président de la République sur des bases républicaines, et c'est les débuts de cette Troisième République dont on peut dire qu'elle a inventé pour nous l'essentiel des libertés. D'abord, elle crée l'école publique, laïque, obligatoire, gratuite. Jules Ferry avait eu, qui est, vous le savez, l'homme qui l'a créé, même si ensuite il y a une autre grande loi, la loi Goblet en 86 qui complète, il avait eu cette formule avant même, bien avant 1905, donc avant, en 1879, il avait dit « Il faut séparer l'école de l'Église ». Parce que, eh bien, l'Église, à cette époque-là, avait la direction de la majorité des établissements scolaires, des premiers, des deuxièmes, la quasi-totalité des établissements du deuxième degré, des collèges, mais surtout Napoléon III avait créé une structure qui était évidemment très dangereuse pour la démocratie.
il avait décidé que les écoles publiques seraient gérées au niveau national et dans les départements, avec la participation à chaque fois d'un représentant, d'un haut représentant du clergé. Donc, quand Jules Ferry dit qu'il faut séparer l'école de l'Église, il annonce une grande réforme qui s'étend, comme vous le savez, tout de suite et qui est tout de suite très appréciée. Mais la Troisième République, enfin dans ces années-là, c'est pas seulement ça. Elle municipalise les cimetières. Elle laïcise l'hôpital public. Elle fait voter la loi Naquet autorisant le divorce. Elle fait voter la loi sur la liberté de la presse qui, au passage, désormais interdit le délit de blasphème. Donc, vous voyez, c'est dans ces années 1879, 90, à peu près 86 même, c'est en somme toutes les bases de la laïcité, mais aussi de notre organisation démocratique. Pourtant, il y a toujours un problème, et les républicains entre eux sont divisés là-dessus. Ils disent oui, mais bien sûr, mais nous sommes toujours sous concordat. Et donc, l'État, la puissance publique n'est pas totalement libre, elle est liée. Et donc, on commence à parler de plus en plus de séparation. La séparation, vous le savez sans aucun doute, c'est 1905. Ce qu'on sait moins, et ce que je raconte, c'est qu'en fait, ce qui en a précipité le vote très large, avec une majorité très large de gauche, mais une portion très importante de républicains de droite qui sont venus dire oui, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut sortir cette atmosphère de guerre civile. La séparation, donc, elle naît au fond, enfin, elle s'accélère pendant l'affaire Dreyfus. C'est une période terrible, l'affaire Dreyfus, où la République, je l'ai dit allusivement tout à l'heure, a failli disparaître. 1874, 1894, 98, tout s'accélère, 1905. 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, avec deux articles qui, au fond, configurent notre situation, notre liberté de conscience, notre situation de citoyen par rapport à la République et par rapport aux croyances et convictions. Premier article, la République assure la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, les nombreux débats le montrent, ça signifie bien la liberté de conscience pour tous, quelle que soit la confession, pour tous, y compris pour ceux qui n'ont pas de conviction religieuse. Et aussitôt après, c'est ça l'admirable équilibre de notre loi, aussitôt après, donc ça pointe, la République, elle garantit l'exercice du culte. Voilà. Autrement dit, chaque citoyen est libre par rapport à toutes les structures, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, et en même temps, chaque citoyen peut, s'il le désire, pratiquer le culte de son choix. C'est le premier article. Deuxième article, lui, il est beaucoup plus, disons, plus ancré dans le réel, si je puis dire. Là, on est au niveau des grands principes, qui restent évidemment d'une grande actualité. Deuxième article dit, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que, sans le dire nommément, l'article 2 met fin au concordat. Sans le dire nommément, mais rassurez-vous, tout le monde l'a compris comme ça, c'était d'ailleurs expliqué comme ça, et puis surtout, il y a dans les derniers articles,
habituellement l'article 44. Vous savez, quand on fait un texte de loi, le dernier article fait balaye et dit ce texte de loi abroge. Voilà. Eh bien, ce texte de loi abroge la loi du 8 germinal 1804, si je me souviens bien, qui établissait le concours. Voilà ce qui est au fond le fondement de ce qui nous rassemble, Françaises et Français. Et je vais redire à ce moment ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez bien que la laïcité n'est pas une religion. Elle permet l'exercice des religions. Elle donne la liberté d'exercice des religions, ou de l'athéisme, ou de l'agnosticisme. Elle n'est pas anti-religieuse. Et donc tous ceux qui, au nom de la laïcité, se mettent à attaquer, instruire les procès, non pas contre telle ou telle personne s'il y a une raison, mais contre le principe même de religion, eh bien, ne sont pas au sens où nous l'entendons, où cela a été fondé par la loi et depuis un siècle confirmé par tous les Français, ne sont pas laïcs au sens vrai du terme. Je vais d'ailleurs vous éclairer en disant ça, en faisant une petite référence. La laïcité française, c'est l'inverse de l'athéisme d'État de l'Union soviétique. Car dans la Russie soviétique, dans la Constitution, il y avait la République soviétique, les républiques soviétiques, c'était au pluriel, sont athées. Eh bien non. Eh bien non. Pour la France, c'est quelque chose d'inadmissible, d'inconcevable, et je crois que ce point-là mérite d'être sans cesse souligné. Alors on me dirait, mais qu'est-ce que la laïcité? Ben, je l'ai déjà un peu esquissé, c'est un mode d'organisation juridique et politique qui sépare la puissance publique et les appareils religieux, qui établit l'égalité des droits entre les croyants, quelle que soit leur confession, et les non-croyants, athées, agnostiques et indifférents. C'est le sens premier, le sens fort de la laïcité, celui sur lequel, allez, 90% des Français se reconnaissent. Il peut y avoir aussi une deuxième conception, mais qui est, elle, moins partagée. La laïcité, ça peut être une approche philosophique du vivre ensemble, que je qualifie d'humaniste, parce qu'elle ne se réfère à aucune vérité révélée, à aucun livre sacré, à aucun clergé. C'est la tradition, la grande tradition des Lumières, de la Révolution française, de la Troisième République et de 1905. Mais vous voyez que je distingue le niveau d'importance des deux. Sur la deuxième, on y adhère ou on n'y adhère pas. En revanche, sur le mode d'organisation politique, juridique et politique, il faut à tout prix le préserver, le conforter. Troisième idée rapide, parce que je veux qu'on ait le temps de débattre. Vous comprenez, d'après ce que je viens de dire, que la laïcité, c'est pas tombé du ciel, c'est le cas de le dire, c'est pas venu par une sorte d'illumination collective, c'est en fait le fruit d'une longue élaboration, souvent dans la douleur, dans la persécution. J'ai évoqué tous les morts du XIXe siècle, ou les déportés, et toujours lié au combat longtemps incertain en faveur de la démocratie et de la République. J'ai l'habitude de dire, c'est même un des titres de mon livre, de mon dernier livre, j'ai l'habitude de dire que la laïcité, c'est un processus historique de longue durée, si je compte bien, depuis la Révolution française, 3 siècles, un peu plus, multiforme, je vais le montrer, et par nature inachevé, avec des avancées considérables, et parfois, à mon sens, on ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais je le dis, c'est une conviction profonde, et parfois avec des régressions, comme le vote de la loi Debré en 1959. Si je dis ça, c'est pour bien montrer que
la laïcité est inachevée pour des raisons politiques, mais qu'elle est inachevée aussi parce que, au fond, moi j'ai l'habitude de dire dans les interventions que je fais, au fond, en nous-mêmes, la laïcité est toujours inachevée. Nous avons toujours en nous-mêmes un réflexe, une discussion, une réaction par rapport à notre culture, par rapport aux gens, à l'approche famille, et nous nous disons, est-ce que sur ce sujet-là, c'est bien la laïcité qui doit s'appliquer jusqu'où, etc. C'est-à-dire, quand je dis ça, je veux montrer que c'est l'inverse d'une vérité donnée une fois pour toutes. L'inverse d'un dogme, ça va de soi. C'est une conquête qui doit nous amener à faire ce qu'il y a de meilleur pour l'histoire de l'humanité dans le cadre de l'humanisme. Et je redis, parce qu'à chaque étape je le dis, ce qui évidemment n'exclut pas de vouloir faire le meilleur dans le cadre d'une croyance, d'une confession, d'une religion. Mais les deux sont séparés. Alors, autre élément, l'histoire de la laïcité ne s'arrête pas à la séparation des églises et de l'État. La loi Veil, Simone Veil vient d'être honorée au Sénat la semaine dernière, dans la loi Veil autorisant l'IVG, la loi Taubira que j'évoquais tout à l'heure, autorisant le mariage des couples de même sexe, la loi Leonetti sur la fin de vie. Voilà 3 exemples de conquête d'esprit laïque, puisque sur chacun de ces sujets que je viens d'évoquer, il y a eu effectivement l'opposition plus ou moins nette, plus ou moins forte de la plupart des églises ou des religions, et puis les lois étant votées, du moins en France, elles s'appliquent et chacun donc fait son travail de citoyen dans le cadre nouveau qui a été édifié, qui a été délimité par le Parlement. Alors, j'arrive vers la fin et vous devez vous dire, tout ça c'est bien, mais nous avons beaucoup parlé de notre histoire jusqu'à il y a 10 ans, mais maintenant, ben oui, maintenant, il y a un nouvel acteur, l'islam radical, ou l'islamisme, dont je redis une nouvelle fois que je ne confonds pas avec les Français de confession, de culture musulmane, n'a rien à voir. Cet islam radical, donc j'en ai indiqué au début un peu les racines, et les conflits du Proche-Orient évidemment sont très présents dans ces manifestations, y compris sur notre sol. Cet islam radical que beaucoup de laïcs, et notamment à gauche, ne savent pas très bien comment prendre. On entend souvent dire c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau d'abord parce que des Français de confession musulmane, il y en a depuis toujours, si je puis dire, enfin depuis le XIXe siècle. Et ce n'est pas nouveau non plus parce que sa manifestation intégriste, elle est de même nature, même si elle n'est pas évidemment au même degré que toutes les autres formes d'intégrisme. C'est à chaque fois le refus de l'autre, comme je l'ai dit précédemment. Seulement, on ne sait pas très bien, et je pense que le débat permettra d'avancer un peu, je ne fais qu'esquisser un certain nombre de choses, on ne sait pas très bien comment traiter cette question. Pour certains, essentiellement à gauche, c'est d'abord une question sociale.
c'est-à-dire les banlieues ghettoisées, le chômage massif des jeunes dans certains quartiers de ville, de centre-ville, c'est une question sociale et ça doit donc être traité d'un point de vue économique et social. C'est vrai, et d'ailleurs, dans mon précédent bouquin de 2012, finalement, j'étais pas loin de conclure de cette façon. Et puis, 2012, c'est déjà loin. On a vu toutes ces manifestations, l'islam radical, ces attentats, le Proche-Orient, etc. Et se pose de plus en plus la question suivante, l'interrogation suivante. Question sociale, oui, certes, mais sans doute aussi question religieuse. Car chacun de ces attentats a été marqué par la revendication, sans doute fallacieuse, mais la revendication du Coran, et en tout cas, à chaque fois, chacun de ces actes, ces massacres, a été perpétré comme la volonté d'affaiblir, de défier la République et les valeurs qu'elle incarne, dont la laïcité. Donc, on est dans cette situation, une manifestation qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris une ampleur considérable, qui a surtout pris des formes beaucoup plus exacerbées, et si vous lisez la presse, si vous écoutez autour de vous, y compris dans des associations auxquelles vous participez, vous voyez bien qu'on hésite, et c'est l'une des tâches des laïcs de maintenant et dans les années qui viennent, on hésite sur la façon de qualifier et de préciser l'attitude, la position que nous devons prendre. Pour le dire plus directement, pour les uns, on sous-estime la dimension économique et sociale, et comme le fait la droite en général, pour les autres, plutôt à gauche ou à l'extrême gauche d'ailleurs, plutôt qu'à gauche, on réduit la fascination d'une idéologie meurtrière au sentiment de déclassement, à un manque d'intégration. Et nous sommes donc devant ce problème, devant lequel je dis il faut certes chercher à comprendre, mais il faut surtout, et on y reviendra sans doute, il faut surtout appliquer plus que jamais la République. Les lois républicaines, les règlements, et refuser de céder si peu que ce soit sur l'égalité des droits des femmes. Refuser toute discrimination, ça va de soi, des minorités homosexuelles. Refuser tout simplement, comme on le voit de plus en plus souvent, refuser qu'on revienne à 50 ans en arrière, où il y avait l'école des garçons, l'école des filles, refuser tout recul, tout refus de la mixité. Or, quand on regarde les choses aujourd'hui, là j'étais dans la prospective, hein, dans le schéma historique, mais on s'aperçoit, mais je renoue là avec ce que je disais tout au début, que nous vivons une époque de régression par rapport aux années 60. Je vais donner quelques exemples et vous allez tout de suite reconnaître ce que vous vivez, ce que vous lisez, parfois ce que vous subissez. La mise en cause de la contraception. Qui aurait pu penser qu'une présidente de la région nouvellement élue Île-de-France, Mme Pécresse, pour la nommer, je veux la nommer, interdirait le financement du pack contraception mis en place par la précédente majorité pour les adolescents, garçons et filles. C'est-à-dire recommencerait à créer les conditions
criminelles des conséquences de rapports sexuels de jeunes qui n'ont pas, disons, pris les précautions nécessaires. Ce que je vous dis, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne parle pas de la Pologne, où effectivement on est en train de revenir sur le droit à l'IVG. L'IVG, vous devez savoir, je pense, il faut le redire, qu'il y a désormais des commandos anti-IVG, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui débarquent dans les établissements de soins pour les terroriser, si bien que dans certains départements, de la région parisienne notamment, on a beaucoup de difficultés à trouver des praticiens qui acceptent d'effectuer dans des conditions hospitalières, et encore plus des établissements. Et puis, troisième exemple, pour montrer que ces libertés individuelles sont sous la contrainte, la pression de fractions intégristes des religions. Troisième exemple, la neutralité de l'école publique. Il y a désormais, sans arrêt, dans la presse, dans les journaux, par les livres, des personnes qui se réclament d'idées de gauche et qui veulent abroger la loi de 2004, interdisant les signes religieux sensibles à l'école, qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, a concerné aussi la kippa dans certains quartiers de Paris, et pas seulement le foulard islamique. Une loi dont, je l'explique longuement, une loi qui se rattache très exactement à la neutralité de l'école instaurée par Jules Ferry et Goblet, et pas d'abord et seulement en 1905. On a des exemples de plus en plus, enfin relativement fréquents, de plus en plus non, mais relativement fréquents, de femmes dont le mari refuse qu'elle soit examinée dans un hôpital public s'il s'agit d'un médecin de sexe masculin. On a, y compris, je pense que la prise de conscience se fait, y compris dans des cantines scolaires ou des cantines associatives, y compris d'associations progressistes, d'éducation populaire progressiste, qui, croyant bien faire, allaient acheter des nourritures halal, pour l'essentiel, cachères, pour certains quartiers de Paris. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, permettez que soit prélevé sur ces nourritures, payées par le contribuable, dans les deux cas, tous les contribuables, que soit prélevé une dîme qui permet ensuite le financement des clergés concernés. Voilà, j'ai donné quelques exemples, et puis d'une façon plus générale, combien d'élus, pas tellement dans l'heureuse terre où vous vivez heureusement, mais combien d'élus un peu partout en France, par clientélisme, électoralisme, cèdent aux pressions communautaristes. Et l'on trouve ainsi des choses extraordinaires. J'ai rencontré une école où on servait de la viande halal, des aliments halal, et où donc de bonne foi, école publique, pas école privée, une école publique, et où de bonne foi la personne qui servait, on lui avait dit de faire comme ça, disait « Toi Mohamed, tu te mets à cette table là-bas ». Et oui, c'était tellement plus commode de les regrouper évidemment. Donc, si j'ai raconté la belle histoire de la laïcité, c'est pas pour que nous sortions de là satisfaits, l'esprit tranquille. C'est en se disant que c'est notre affaire et qu'il faut évidemment s'en préoccuper et travailler à la renforcer, à l'expliquer d'abord et à la renforcer.
Mais en même temps, parce qu'il faut toujours essayer d'avoir une vision très large des choses, en même temps, et ce sera mon dernier point que je traiterai rapidement, on constate que se manifeste en Europe, un peu partout dans le monde, une dynamique de sécularisation et de séparation. Même dans les pays théocratiques et despotiques, même au Proche-Orient, il y a des hommes et surtout des femmes qui réclament l'égalité des droits. Ces hommes et ces femmes nous interpellent. Le dernier en date, vous l'avez vu sans doute, pour que vous ayez regardé la presse, c'est Kamel Daoud, l'Algérien, qui nous dit « Mais alors, si vous, Français, vous renoncez, comment voulez-vous que moi, qui prends le risque de la vie, il ne le dit pas comme ça, mais nous savons, il a eu une fatwa, il y a eu une fatwa contre lui, donc on sait que c'est ça. Moi qui prends ce risque-là, comment voulez-vous que je résiste, que nous résistions, si le pays qui incarne cet idéal auquel nous croyons, finalement cède devant la peur ou bien la facilité. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, quand on voyait défiler à la télé les images du printemps, de ce qu'on appelait le printemps arabe, qui était magnifique, ces magnifiques manifestations de revendication des libertés qui ont été écrasées ensuite, mais vous savez, c'est comme au XIXe siècle en France et en Europe, ça ressurgira. Nous ne le verrons pas, moi je ne le verrai pas en tout cas, mais ça ressurgira, ça reste profond des peuples. Eh bien, si vous vous en souvenez, on voyait de temps en temps arriver une pancarte sur laquelle était inscrit en français laïcité. Voilà. Donc, il y a là un mouvement d'émancipation qui est en marche dans le monde. Et puis, et là je vais sans doute vous étonner, car peu de gens le savent, le disent, l'expliquent, c'est en Europe même que la sécularisation est en train de devenir laïcité. Entre 2000 et 2016, la Suède, la Norvège et le Luxembourg ont adopté une loi de séparation et mis fin au statut de religion d'État. Il faut que je vous le raconte, parce que c'est tellement beau et ça nous fait tellement plaisir. En 1990, les Suédois, qui sont, vous le savez, comme les démocraties scandinaves habituées à de longues discussions pour arriver à un consensus, ont lancé l'idée d'enlever la formule Église luthérienne, religion d'État, qui se trouvait dans leur constitution. C'est pas rien, avec évidemment tous les avantages protocolaires et financiers qui vont avec. Ils ont discuté 10 ans. Et en 2000, le Parlement suédois, une très large majorité, a adopté. Et dans la foulée, la Constitution a été modifiée. La formule que je viens de vous indiquer a disparu de la Constitution. Ce cheminement a donné des idées. Et la Norvège a fait exactement le même chemin en 2012. Et depuis 2013, c'est le petit Luxembourg, dont vous savez sans doute qu'il est caractérisé par une politique de droite et conservatrice. Eh bien, le petit Luxembourg a entrepris de transformer la Constitution, et il y a, dans le nouveau paragraphe, il y a évoqué le principe, je dis bien textuellement, le principe de séparation. Dans la foulée, il a, le nouveau gouvernement a convoqué les différentes églises. Il y a eu une négociation avec l'Église catholique.
C'était un régime concordataire qui datait par, parce que Luxembourg a été changé de nationalité, enfin de nation privilégiée pendant plusieurs fois. Donc c'était un concordat, c'était un régime concordataire qui datait de Napoléon Bonaparte. Eh bien, l'Église catholique a accepté que le nouveau clergé, pas les anciens, évidemment ceux qui sont en poste, les prêtres ou dignitaires en poste, jusqu'à leur mort, bénéficieront, et ça va de soi, du même statut, mais que le nouveau clergé ne soit plus financé sur fonds publics. Et dans la foulée, toutes les autres églises, religions constituées au Luxembourg ont accepté le même régime des cultes. Est-ce que ça signifie, parce que je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que j'embellis les choses et que je les déforme, est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de financement public? Non. Mais le financement public de l'ensemble des cultes est passé de 88 millions d'euros à 24, si je me souviens bien. Et vous voyez bien comment, avec l'extinction du financement des nouveaux clergés, des nouveaux recrutés, ce montant financier va baisser. Je dis deux choses. Qui l'aurait imaginé il y a 20 ans? Mais je dis une deuxième chose. Comment nous, Français, nous n'arrivons pas à nous mettre autour d'une table et à discuter et à avancer comme le fait le Luxembourg? Car nous avons nos problèmes. J'ai évoqué l'école privée et le financement public, mais je dois évoquer aussi, je ne l'ai pas encore fait, les régimes dérogatoires des cultes en Alsace et en Moselle. Et vous savez, l'obligation du cours de religion, sauf à ce que les parents demandent une dispense. Et nous demandons, nous, simplement, on fait partie d'un collectif très représentatif, nationalement et localement, nous demandons que cela devienne optionnel. La ministre, d'ailleurs, l'a évoqué, j'espère que nous allons aboutir, mais je me dis comment un pays comme la Suède, le Luxembourg, arrive à avancer, parce que ce dont nous parlons, c'est ce que pense pas la totalité, mais la très grande majorité de la population, c'est évident. Voilà, donc, vous voyez comment j'évoque ces sujets avec ma conviction laïque, et en même temps avec, je l'espère que vous l'avez senti, beaucoup de précautions et beaucoup de respect pour ceux qui ne pensent pas comme je pense, et donc, au fond, avec le souci de faire vivre ce superbe moment de concorde nationale que fut la loi de 1905, où Jean Jaurès, qui était spiritualiste, Aristide Briand, qui était, disons, humaniste, Fabien Buisson, qui était franc-maçon, mais aussi je ne vais pas citer leur nom, on les retrouve d'ailleurs dans le très beau film La Séparation, mais aussi des députés républicains qui étaient de vrais catholiques, hein, se sont rassemblés pour créer ce joyau qui est notre loi de 1905. Voilà ce que je voulais vous dire sur vol un peu large. Au total de tout ça, une situation complexe, vous le voyez, contradictoire, et à laquelle nous devons faire face. Et la question qui est celle du livre, qui est celle que nous avions choisie avec Jean-Marie pour ce soir et toute l'équipe, au fond, le défi du XXIe siècle. D'un côté, le développement des diverses formes d'intégrisme, le retour
en force de l'obscurantisme et des religions meurtrières. C'est le titre d'un très beau livre de 2006 d'Eli Barnavi, qui a été un diplomate israélien en poste à Paris de longues années, un grand intellectuel. Et de l'autre, simultanément, hein, c'est le mot qu'il faut vraiment employer, une laïcisation progressive des sociétés qui débouche à terme, je viens de le montrer, sur l'égalité des droits des femmes et des minorités sexuelles, sur la liberté de conscience, à partir évidemment d'un travail de fond, de rapport de force parfois aussi d'accords entre partis qui se saisissent de leurs responsabilités. Au fond, et c'est par là que je terminerai, tout se joue, et tout se jouera plus encore demain, entre l'universalisation du principe de laïcité et la généralisation des guerres de religion à l'échelle planétaire. Car c'est ça qui se dessine, qui se profile dans le siècle où nous sommes entrés. C'est notre défi. Autant l'affronter les yeux ouverts, c'est pour ça que nous sommes là ce soir, et surtout, autant choisir de prendre chacun d'entre nous et chacune d'entre nous sa part au combat. Merci. Cet exposé donc très lumineux et très droit, justement, parce que pour moi les choses sont clairement exprimées et justement tous les ambiguïtés qui ont pu se manifester depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, même maintenant. Donc à l'écoute de ces principes, de ces quelques notions, on peut justement vivre à la fois avec une conviction religieuse et à la fois aussi avec ce respect de la séparation de la religion et de l'État et donc la laïcité. Et on en parlait, l'occasion d'en parler à téléphone, c'est un principe qui est souvent évoqué dans le monde normatif. Les gens qui appliquent des normes, quand il y a plusieurs grandeurs, plusieurs principes doivent cohabiter dans un espace. C'est le principe d'orthogonalité. C'est-à-dire que l'orthogonalité, c'est de ne pas avoir une dimension, n'a pas de projection sur les autres dimensions. Et donc c'est ce qui permet justement l'indépendance d'une dimension par rapport aux autres. Et à ce moment-là, ça complète séparation par rapport aux autres et sans influence. C'est le poteau à midi qui n'a aucune ombre. Résumé. J'espère que... Voilà. Oui, en effet, ça va mieux. Merci. Donc, si vous avez des questions, je crois que vous pouvez en avoir. Donc, Gérard... Ou des objections. Oui, bien sûr. Ou des suggestions. Ou des ajouts. Gérard et Laurent Adam ou les autres représentants du collectif laïque audois peuvent vous répondre. Monsieur. Bonsoir. Vraiment comme toi, je trouvais votre discours très logique, très précis et surtout qui ne va pas vers des tendances qui sont absolues, etc. J'ai beaucoup admiré, je suis pour l'essentiel d'accord. Mais en fait, il y a un mot que vous avez sans arrêt rapproché du mot laïcité, c'est le mot liberté. Or, dans les exemples que vous donnez, vous parlez sans arrêt d'acquérir, que l'être humain devrait pouvoir acquérir dans sa société de plus en plus de liberté. Liberté d'avorter, liberté, etc. Mais en fait, les adversaires de cette laïcité, ou plutôt ceux qui n'acceptent pas de vivre dans la laïcité, sont des gens qui souhaitent suborner les autres êtres humains.
Je parle de cette notion de subordination parce qu'on la retrouve dans la religion. Tu feras comme je t'ai dit que tu dois faire. Mais ça va encore plus loin. Dans le milieu du travail, il y a aussi cette subordination où peut-être que l'auto-entrepreneur aujourd'hui est celui qui est peut-être le plus libre, mais il est aussi dans un état de subordination. J'irai encore plus loin. Vous proposez qu'on aille vers une laïcité plus importante. Et moi, j'ai repensé tout de suite à ma vie. Moi, je suis né baptisé. On m'a demandé mon avis. Mes parents ne m'ont pas demandé mon avis. Ils m'ont dit, tu seras catholique. J'ai évolué, et effectivement, nous avons, avec mon épouse, décidé que nos enfants ne seraient pas baptisés, ce sera à eux de choisir leur religion. Voilà un premier exemple de subordination. Et je peux dire que l'exemple que je donne dans la religion catholique est un exemple que tout le monde a vécu certainement, et tout le monde, sans s'en rendre compte, continue à subordonner ses propres enfants. Et je donne un autre exemple qui est aussi du même style. Dans la religion juive, si ta mère est juive, tu es juif. De quel droit? C'est encore de la subordination. Et je pense que je donne ces deux exemples dans deux religions différentes, où finalement, ce sont les propres personnes d'une religion ou d'un système qui vont empêcher les autres d'être libres. Et c'est surtout ça sur lequel il faut travailler. Et c'est bien, pas simplement au niveau de la religion, mais aussi au niveau de qu'est-ce que c'est que la notion d'un salarié. Un salarié, c'est l'esclave de son patron. Il marche. Dans votre présentation, et en particulier de la loi 1905, il apparaît, en tout cas c'est comme ça que je l'ai donc entendu, une sorte d'égalité de toutes les religions. C'est-à-dire que la loi, face à toutes les religions, les considère comme égales. Or, elles ne sont franchement pas égales. D'un côté, l'islam n'adopte pas la République, puisque dans le Coran, c'est en même temps la règle de fonctionnement de l'État, alors que les autres religions séparent les choses. Est-ce qu'il n'y a pas là une pétition de principe dès le départ? Ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on soit extrêmement surpris de l'islam radical. Ces choses-là, pour ceux qui ont fait la guerre d'Algérie et qui ont éventuellement travaillé dans des pays islamiques, on sait ce qu'est l'islam. Il y a beaucoup de choses. Il me semble qu'il y a une large partie de la génération actuelle, en particulier du monde politique, qui a complètement oublié le savoir de nos prédécesseurs. Et ça me semble extrêmement grave, parce qu'on considère qu'il y a une petite minorité agissante, dangereuse. Mais bon, je lisais aujourd'hui un journal, dans les événements de Bruxelles, il y a eu dans l'aéroport, eh bien ce jour-là, il y a eu des danses qui se sont faites dans des quartiers de Bruxelles. C'était pas 3 ou 4 couples, c'était toute la population du quartier qui fêtait l'anéantissement des gens de l'aéroport. C'est quand même surprenant que ces choses-là ne soient pas intégrées dans la réflexion. Je vais peut-être... non, tu préfères plusieurs questions? Oui, parce que ça fait quand même 2 questions là importantes, enfin 2 questions de 2 points de vue, hein, pas des questions, 2 points de vue importants. Alors, sur la notion de liberté, oui, bien sûr. Je pense que c'est la base même. Au fond, la laïcité, on pourrait dire que c'est à la fois, dans la devise républicaine, la liberté et l'égalité. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup insisté là-dessus et il faut y revenir sans arrêt. Est-ce que ça signifie que nous soyons
dans une espèce de situation de blocage. Non, j'ai essayé de montrer aussi que les religions, et je vais venir ensuite à l'islam, mais disons, pour être précis, les deux religions les plus présentes en France traditionnellement, avant le protestantisme et le catholicisme, ces religions évoluent. Et elles évoluent aussi parce que la société évolue et parce que, je le dis au passage, je n'avais pas eu l'occasion de le dire, parce qu'il y a désormais, selon une enquête on ne peut plus sérieuse du monde des religions, désormais, il y avait en 2012 près des 2/3 de Français qui se déclaraient non-croyants. Je dis bien, près des 2/3. Alors je sais bien que d'autres journaux contestent et disent mais non, c'est moins de la majorité enfin, quand le monde des religions, et vous savez ce qu'est le journal Le Monde, et ses orientations, publie de telles enquêtes, reliées d'ailleurs par des enquêtes d'un institut qui a pignon sur rue à l'échelle européenne, je pense qu'il remet de toute façon, c'est pas le problème. Les religions évoluent, parce que les lois évoluent, parce que le fait de vivre ensemble de façon républicaine font qu'un certain nombre d'idées qui paraissaient aller de soi ne vont plus de soi. Et je connais un certain nombre, vous devez en connaître aussi, de catholiques, pour reprendre votre exemple, qui décident de ne pas faire baptiser leurs enfants en disant, comme vous l'avez fort bien dit, après tout, il décidera le moment venu. Alors, ça paraît une sorte de bouleversement salé, parce que quand je me réfère à mon enfance, c'était inconcevable. Ma mère, une sainte femme à tous les sens du terme, que je respectais, que j'ai toujours beaucoup respecté, et qui était catholique, croyante, profonde et traditionnelle. Pour elle, ça aurait été inconcevable d'entendre dire des choses comme ça. Mais c'est ça, la vie dans la République française. C'est justement faire évoluer les choses. Moi, je suis intellectuellement très lié à un groupe de catholiques progressistes qui ont créé à Tours une structure. Alors, le titre de la structure va vous dire déjà l'orientation, CEDEC, chrétien pour une église dégagée de l'école confessionnelle. Ce sont de vrais catholiques. Je me trouve parfaitement à l'aise avec eux. Nous avons d'ailleurs fait un colloque. Il se trouve que ce colloque, le thème c'était être laïque et croyant. Ce colloque a eu lieu à Tours le 14 novembre. Oui, bien. Nous allons le publier dans la collection que j'ai créée. Il y aura ma participation, mais je ferai une préface. Donc voilà, c'est aussi c'est un peu pour ça que nous sommes rassemblés ce soir. C'est pour que chacun dépasse ses propres préventions, ses propres exemples, ses propres idées. Alors, le Coran, excusez-moi, mais il y a toujours dans les intervenants quelqu'un qui soutient les idées que vous venez de soutenir, que je respecte mais que je ne partage pas. Il est dans la nature des religions monothéistes de confondre le politique et le religieux. Ce fut d'ailleurs le travail des pères de l'Église du 7e siècle, après Jésus-Christ jusqu'au 12e siècle. Cela a donné d'ailleurs l'Inquisition. Et puis, la France s'est constituée, il y a eu la Révolution française, le siècle des Lumières, des combats parfois âpres, et puis vous faites le constat que
parce que c'était ça en fait implicitement, qu'il y a deux types de, pas implicitement, explicitement, il y a deux types de religion, la religion catholique qui est, comme le protestantisme, respectueuse des lois républicaines, mais enfin quand même, s'agissant de la loi Taubira, il a quand même fallu la pousser dans ses retranchements, et excusez-moi de le dire ici ce soir, mais le cardinal Jean XXIII venant bénir les cortèges, et le cardinal Barbarin, bon, pour un certain nombre de personnes comme moi, c'était difficile à accepter, mais en même temps, quand on se place sur le moyen terme, le long terme, comme je me place, c'est un épisode, et puis voilà, la loi Taubira, plus exactement, le mariage des couples de même sexe est entré dans la loi, il est entré dans les mœurs, et on passe, disons, c'est une conquête, une liberté de plus. Donc, oui, bien sûr, le Coran confond, et la charia, c'est même le type d'organisation sociale qui permet de confondre et qui assujettit les femmes à un statut inégalitaire, puisque c'est un statut complémentaire. Mais moi je suis convaincu que, si nous savons éradiquer les poussées fanatiques et terroristes du Proche-Orient, je vais d'ailleurs y revenir, et si nous savons nous appuyer sur la masse des Français de culture et de confession musulmane, nous dépasserons aussi ça. Parce que quand même, il ne faudrait pas, c'est pour ça que j'ai fait ce petit rappel au début, il ne faudrait quand même pas que nous donnions trop bonne conscience à cette affaire. Et oui, s'il y a les guerres civiles aujourd'hui au Proche-Orient, et Bush, et Reagan, et avant nous les colonisations. Et oui, alors, contrairement à certains mouvements de gauche ou d'extrême gauche, je n'en tire pas la conclusion qu'il faut renoncer à la laïcité. Je dis simplement, prenons acte que nous avons une part de responsabilité, soyons intraitables. Et je l'ai dit, la République doit s'appliquer de façon radicale. J'ai bien dit que c'était fini l'histoire de « je refuse de serrer la main à telle personne parce qu'elle est de sexe ». C'est fini. En tout cas, c'est ce que je demande. C'est quand même vers quoi on tend. Et pour le reste, eh bien, moi, je travaille dans ce colloque dont je parlais, je travaille avec Rachel Benzine, par exemple, qui est un grand intellectuel français, universitaire, de confession musulmane, et qui a écrit un livre c'est d'ailleurs cette intervention sur le thème laïcité et islam. Je travaille plus étroitement encore avec Abdelou Bidar, qui a eu haute fonction au ministère de l'Éducation nationale et qui a lancé une lettre ouverte à ses amis musulmans en leur disant voilà, maintenant on est en France, c'est la laïcité, c'est pas autre chose. Voilà, donc je pense qu'il faut tout ce que vous avez évoqué, oui, ça existe, ça a existé, mais je ne pense pas qu'il faille en tirer la conclusion, du moins sur le moyen terme et d'un point de vue historique, que l'islam serait inapte à accepter les lois de la République. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne le crois pas. Si je le croyais, je ne serais pas ici ce soir. Je me dirais, la laïcité, ça ne sert à rien. Voilà. En revanche, si nous avons l'approfondissement dont nous avons besoin, vous voyez, déjà en deux interventions, on voit que c'est pas simple, si nous avons l'approfondissement nécessaire, si comme ça se fait ce soir, et particulièrement dans ce territoire, il y a des réunions sur la laïcité de ce type, sans enjeu de pouvoir, voilà, qui se font, des associations qui se créent, ça crée un peu partout depuis 4 ou 5 ans, je me suis bien placé avec mon association légale pour les connaître, puis je
fais en gros 2 interventions par semaine aux 4 bouts de la France en ce moment, donc je vois du monde. Hein. Voilà. Ben, quand nous aurons fait ça pendant 5 à 10 ans, je pense, j'espère, que nous aurons réglé le problème de l'islam radical. Mais je n'ai pas dit que c'était sûr. J'ai dit, le défi du 21e siècle, c'est bien hein, l'universalisation de la laïcité ou la généralisation des guerres de religion. Donc voilà, Lauriane parle de Paris, je le reconnais dans ce que je vous dis. Voilà, Paris sur l'avenir. Et je comprendrais tout à fait donc que tout le monde ne soit pas convaincu. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs mots qui me semblent importants. Le premier mot, c'est liberté. Si la laïcité, à un moment donné, s'est imposée comme une solution, c'est parce qu'on était en France engagé dans un conflit politique très dur qui a marqué depuis la Révolution jusqu'en 1905, et qu'avant même la Révolution et pendant toute cette période, des gens se sont battus pour la liberté, et la première des libertés, c'est la liberté de conscience. La liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de changer de religion. Et ça, c'est une liberté qui est individuelle. Ça a été évoqué. La liberté de conscience, c'est pour qui? C'est pour chaque individu. Et c'est ça que la République reconnaît. Et par rapport à ça, le premier danger que moi je vois aujourd'hui, c'est le danger du communautarisme. Le communautarisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde une personne par rapport à sa différence. On met en avant un seul critère et on réduit cette personne à ce critère unique de différence avec l'autre, et de ce fait, on veut ensuite lui imposer une croyance, un comportement ou une pratique. Et ce communautarisme, on le voit aujourd'hui à l'œuvre dans beaucoup de quartiers en France. Et il a été dit, et je suis assez d'accord parce qu'on le voit, y compris dans notre département, un certain nombre d'élus locaux jouent quelquefois de ce communautarisme et finalement le renforcent et ce faisant fragilise la République. Il y a un autre mot sur lequel je voudrais insister, c'est le mot cléricalisme. Si la laïcité s'est imposée comme une solution, un principe, d'abord c'est un principe juridique, c'est un ensemble de lois, vous l'avez bien souligné, et ces principes juridiques établissent la liberté, établissent l'égalité, établissent la neutralité de l'État, et surtout une chose, par rapport à des religions qui nous divisent, par rapport à des religions qui nous différencient d'abord, qui nous divisent et qui dans le passé et même dans le présent sont source de tensions, de conflits et quelquefois de guerres de religion. La laïcité, c'est l'outil qui nous permet de vivre ensemble, c'est l'outil qui permet de cimenter la société. Et pour qu'on puisse vivre ensemble, notre Constitution, elle dit que la République, elle est indivisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît chaque individu pour ce qu'il est, à égalité avec tous les autres. On ne reconnaît en revanche pas les communautés, et surtout, la loi prime sur la foi. Ou si je le dis autrement, la loi des hommes, celle que nous avons faite par l'intermédiaire de nos représentants, il n'y a que celle-là qui peut s'appliquer. La loi de Dieu, chacun en fait ce qu'il veut dans sa vie privée, mais dans l'espace citoyen que nous partageons, ça ne peut être que la loi des hommes. Et par rapport à ça, le danger, ce n'est pas les religions. Le danger, c'est le cléricalisme. Et ce cléricalisme, il existe dans différentes religions. L'islam n'est pas seul en cause. Le cléricalisme, c'est la prétention des hommes d'église, je dis exprès des hommes parce que c'est souvent une affaire d'hommes, les clergés, c'est la prétention des clergés à vouloir dire la loi universelle, à vouloir imposer la loi de Dieu dans l'espace citoyen.
Et c'est ça qui est inadmissible, et c'est ça qui met en danger la République. Donc le cléricalisme est le danger, c'est pas la religion qui est le danger. Et pour finir, l'islamisme ou l'islamisme radical, ça n'a pour moi absolument rien à voir avec la religion. C'est un projet politique. Il y a un projet politique qui vise à transformer les sociétés et qui s'appuie sur une pseudo-lecture d'un livre. Et cette pseudo-lecture, elle est fortement contestable. C'est tout. Rien à ajouter, rien à redire, si ce n'est à approuver. Ce qui m'importe, c'est ce qui, je vais dire autrement, c'est si vous avez des désaccords, c'est ça qui est important. On est là pour parler, hein, ce n'est pas une campagne électorale, je ne me quête pas des suffrages, donc on est là pour échanger. Alors, moi je suis Lorraine, donc j'ai vécu l'histoire de la religion à l'école, la religion dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif puisque ça permet de pouvoir comprendre un tableau dans un musée, de comprendre, je sais pas, un livre, voilà. J'ai aussi beaucoup vécu dans des pays anglo-saxons. Et moi, ce que j'aime, c'est quand je prends le train, par exemple, pour aller à Londres, c'est de voir le contrôleur avec son burnou, c'est de voir le policier avec sa kippa, c'est de voir les instituteurs dans les métros avec les enfants et les signes religieux. Et je trouve que plus on en voit, plus ça efface en fait les différences. Et je trouve que pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est ça que je voudrais voir en France plutôt, que aucun signe religieux. Oui, vous posez deux questions qui méritent effectivement une réflexion et un prolongement. D'abord, sur le deuxième point, question de coutume, mais je rappelle, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, que la loi de 1905, pas plus que les lois Ferry-Loublé, ne s'applique aux tenues vestimentaires dans l'espace public. C'est clair. Hein. Alors, je sais bien que parfois on confond. Non. Les seules choses qui sont réglementées, où le principe de neutralité s'impose, c'est tout ce qui dépend de la puissance publique. Ça a été institué pour des raisons historiques que j'ai indiquées par les lois Ferry-Loublé, ça a été confirmé par la loi de 1905 et par une série de procédures de jurisprudence. Voilà. Donc, Burnos qui part dans la rue, ça pose aucun problème. Sur le premier point, permettez-moi là aussi un désaccord, que je vais essayer d'exprimer simplement. Nous avons d'ailleurs écrit deuxième tome de ce titre, s'appelle « Vous avez dit Concordat ». Il a été écrit par, j'ai participé d'ailleurs, par un militant lorrain justement, qui anime le cercle Jean Massé de la Ligue de l'enseignement à Metz. Que vous ayez personnellement apprécié que le cours de religion se fasse dans le cadre, je dis bien dans le cadre, car c'est ça dont il est question, hein, des matières obligatoires à l'école publique, dont acte, c'est votre point de vue et il est très respectable. Simplement, permettez-moi de vous faire observer, que la moitié ou les deux tiers des familles et des enfants, supposément, qui n'ont pas de croyance religieuse, sont obligés, et qui ne veulent pas donc y être assujettis, ça a été d'ailleurs une longue bataille, sont obligés d'aller demander une dispense.
Ils sont donc obligés d'aller se déclarer à la mairie. Ils sont obligés de se déclarer dans les écoles qui transmettent à la mairie. Et qu'il y a donc un fichier établi, que vous vouliez au nom des mauvais français, madame. Alors vous ne l'avez peut-être pas perçu ainsi, mais c'est pourtant exactement comme ça que ça se passe. Le deuxième élément, c'est, comme vous le savez, il s'agit des 4 cultes reconnus, puisque c'est le régime concordataire qui se donne. Donc, le catholicisme, les 2 églises protestantes et la religion juive. Et évidemment, l'islam, désormais, réclame le même traitement. Or, le Conseil constitutionnel, dont vous savez que rien ne peut le surpasser, même pas le Parlement, a dit en 2013 que cette situation pouvait durer tant qu'elle n'était pas, faisait d'ailleurs une ouverture vers le Parlement, tant qu'elle n'était pas abrogée, mais qu'en tout cas, elle ne pouvait pas être étendue. Autrement dit, la situation actuelle que vous exposez, eh ben, elle exclut sans doute pas loin des 3/4 des Français. Permettez-moi de penser que si je respecte la survivance historique, hein, car c'est les Lorrains et les papes ecclésiastiennes sont responsables de ça, je souhaite aujourd'hui que l'on évolue vers ceux qui semblent être engagés, c'est-à-dire une chose simple. Et ça sera déjà une différence énorme avec le reste de la France, que l'on appelle, je crois, là-bas de l'intérieur, c'est-à-dire nous. Une chose simple, que l'enseignement, que le cours de religion, l'enseignement de religion, devienne optionnel. Mais qu'il puisse se faire dans le cadre de l'école publique. Ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, dans tout le reste de la France. Donc voilà, comme vous savez, je suis de cette affaire, une affaire que je connais bien parce que j'ai été sans doute le premier parlementaire à me saisir de ce sujet parce que je trouvais que des militants de Strasbourg notamment souffraient beaucoup. Leurs élus de gauche et de droite ne voulaient pas les entendre. Et donc je suis allé en 2012 participer à leurs travaux. Je suis revenu impressionné. 2 mois après, j'ai amené une délégation de 17 personnalités et depuis nous avons beaucoup travaillé. Et il s'est réuni, je participais, l'association que j'anime, Égal, était totalement partie prenante. Il y a eu une conférence de presse le mardi 10 avril, où quasiment toutes les associations, syndicats et parents d'élèves d'Alsace et de Moselle, mais aussi nationales, se sont réunis et ont demandé cette chose simple, que le cours de religion devienne optionnel et qu'il ne soit plus inclus dans les 24 heures d'enseignement obligatoire. Et là, j'ajoute un 3e élément, et qui, me semble-t-il, fait réfléchir. Ça signifie que, année après année, pendant le 1er et le 2e degré, tous ces élèves qui sont soumis, contrairement, encore une fois, au reste de la France, à un 24e, un 24e exactement, c'est pour le 1er degré, à ce cours de religion, eh bien, il leur manque une heure de mathématiques ou de physique ou de français, etc. Puisque 24, c'est 24. Et oui. Donc voilà, nous demandons que ça devienne optionnel, et je pense quand même, qu'une république comme la nôtre, qui a inventé la laïcité, grâce à laquelle nous avons d'ailleurs, après des siècles de guerre civile, nous avons trouvé la paix civile. Je dirais, il y a l'islam. J'ai aussi expliqué comment il y avait des raisons extérieures et pas seulement intérieures. Enfin, grosso modo, la paix civile. On ne s'insulte pas entre protestants et catholiques ou athées. Heureusement, nous avons dépassé ce stade. Vous direz, c'est normal, non. Il
il y a des communautés dans certains pays d'Europe du Nord ou en Angleterre où on s'insulte. Hein. On s'insulte sur des thèmes de ce type. Donc, que ce pays qui a inventé la laïcité, dont le premier article de la Constitution, je vous le rappelle, dit « La France est une république démocratique, laïque, sociale ». J'ai oublié indivisible, démocratique, sociale. Laïque, démocratique et sociale. Eh bien, si nous pouvions enfin faire ce pas, je trouve que ça serait une bonne chose. Parce que moi, madame, je vais aller un peu plus loin. Je ne l'ai pas dit jusque-là parce que je ne veux pas passionner le débat. Mais quand même, aussi, il faut en tenir compte. Je ne trouve pas normal que pour des raisons historiques, l'ensemble de ceux et de celles qui sont réunis ce soir continuent à payer des salaires aux prêtres, aux pasteurs et aux rabbins d'Alsace et de Moselle. Donc je vous rappelle, encore une fois, que désormais une majorité de Français, on discute sur le pourcentage, ne sont pas croyants. Voilà, donc ce que je dis, c'est pour ça que je pensais à cet exemple. Pour ça que quand je vois le petit Luxembourg, dont je n'avais pas pensé jusque-là que c'était un exemple de progressisme, ils se mettent autour d'une table et ils décident ensemble, de passer à l'étape suivante dans la paix civile, eh bien, je me dis que nous devrions en prendre l'exemple. Mais, ayant dit ça, j'écris beaucoup, j'anime un site égal qui est très lu, vous ne trouverez jamais une parole ni sur le site dont j'ai la responsabilité, pas seul heureusement, et pas principalement, enfin j'en ai la responsabilité morale, je suis président de l'association, mais dans mes écrits, vous ne trouverez jamais une parole blessante pour ceux qui ne pensent pas comme moi, et notamment pour les Alsaciens, Lorrains, qui continuent à trouver normale cette situation. Et j'ai veillé, puisque je vous l'ai dit, le titre sur le Concordat, je l'ai regardé de près, pour tout vous dire, je l'ai écrit quelques parties. Quel est le message que j'ai fait passer, que je fais passer depuis 2012 et qui maintenant est repris par toutes les organisations laïques nationales? Je dis, nous avons une survivance, je ne veux pas employer de mots négatifs, en Alsace et en Moselle. Il y a d'ailleurs aussi la Guyane, il y a Wallis et Futuna, il y a Mayotte, etc. Mais bon, faut que nous regardons surtout l'Alsace et la Moselle. C'est un legs du passé. Ça ne correspond plus à l'état de la société française aujourd'hui, y compris localement. Et la formule que j'ai employée, et qui est maintenant reprise partout, c'est, elle était déjà dans mon livre de 2012, c'est créons les conditions d'une sortie, et à partir de là je cite, progressive et concertée des régimes dérogatoires des cultes. Vous voyez, je dis bien progressive et concertée. Voilà. C'est pour ça que, être concret, je demande, effectivement, je milite pour qu'on rende optionnel le code de religion. Vous ne trouverez aucune déclaration de ma part pour qu'on mette fin au traitement, pour qu'on applique tout simplement ce qui vient d'être décidé au Luxembourg, parce que je pense qu'il faut des étapes. Et votre interrogation, votre témoignage, et je vous remercie de l'avoir donné parce qu'il éclaire tout le monde, il nous éclaire. Votre témoignage montre que la prudence est tout à fait nécessaire, parce que sur ces sujets-là, il faut faire avec des doigts très légers, et il faut travailler au consensus, en tout cas à l'accord. En tout cas, éviter les accords très graves qui laissent des blessures, qui laissent des cicatrices. Voilà. Je sais pas, je ne vous ai peut-être pas convaincu, mais je vous ai répondu avec beaucoup d'honnêteté. Hein. Je vous ai... voilà. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que
le régime dérogatoire pour l'Alsace et la Moselle a été pris il y a à peu près un siècle maintenant, et c'était une mesure transitoire. Ça fait un siècle qu'elle dure. Et la sécurité sociale aussi. Le plus, enfin, si on veut raffiner encore un peu là-dessus, et vous le verrez dans le bouquin si vous l'achetez, il s'appelle, vous avez dit Concordat, le plus extraordinaire dans tout ça, c'est qu'on dit toujours que c'est le Concordat napoléonien, et c'est pas vrai. Ce qui s'applique, c'est la loi de Bismarck. C'est la loi de Bismarck. Donc, nous continuons à faire vivre une survivance allemande au moment où l'Allemagne, je ne l'avais pas dit, je le dis, au moment où l'Allemagne rend optionnel l'impôt de religion. C'est-à-dire que au moment où l'Allemagne évolue, nous nous interdirions cette petite évolution. C'est pas raisonnable. Je voudrais essayer de finir sur une note d'espoir. En fait, je pense que tous les pays du monde regardent notre pays, comment il évolue, comment il a évolué depuis la Révolution française, dans le pays de la laïcité. Il y a eu un petit problème, je pense que l'image de la France s'est complètement détruite lorsque Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour des élections présidentielles. Les autres se sont demandé, mais qu'est-ce que devient la France? Or, je pense que l'image laïque de la France est toujours très très présente à l'étranger. Vous allez peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis, mais surtout à l'heure d'Internet, de la télévision, de l'information qui est très rapide, qui circule très très rapidement dans le monde entier. Je suis certain que tout acte positif vers la laïcité de la France retentira dans le monde entier. Bien sûr. Ceux qui n'aiment pas beaucoup la laïcité ont l'habitude de dire, un, c'est un mot intraduisible, et deux, les autres pays ne la connaissent pas. Un, on peut traduire en anglais, c'est facile, hein, si on le veut, ça a d'ailleurs été fait, il y a un certain nombre de dictionnaires qui déjà comportent ce mot. Deux, et c'est là que j'apporte quelque chose, enfin, c'est pas que moi je l'apporte, mais que je vous rends visible quelque chose. Il y a déjà 3 pays d'Europe qui se sont engagés dans la même voie. Ce qui, au passage d'ailleurs, fait apparaître complètement surréaliste les thèses que je n'ai fait qu'évoquer, mais je vais quand même le préciser d'un mot, d'un universitaire très prisé, Jean Bobéro, mais aussi, alors, je consacre 5 pages, mais aussi d'un autre qui s'appelle Portier, mais aussi d'un autre qui s'appelle Jean-Paul Willem, et qui nous explique qu'il y a le retour du religieux, et que donc nous devons, à l'échelle européenne et mondiale, et que donc nous devons abandonner la laïcité. C'est-à-dire qu'au moment où des pays s'engagent dans la même voie que nous, nous régresserions, ce qui évidemment est inconcevable. Donc oui, si vous n'imaginez pas l'attention que ce qui se passe en France dans ce domaine représente pour le reste du monde. Et nous avons collectivement du mal à imaginer l'impact de la Révolution française, de ce qu'elle a véhiculé et de ce qu'elle continue de représenter comme espoir de libération. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai commencé par là et que je finis par là. Quand on a la chance, l'honneur et, disons, la responsabilité hein, d'être modeste, tous, modeste maillot dans cette chaîne, comment pourrions-nous ne pas être à la hauteur? Ce serait impossible, incompréhensible. Et donc, soyons de vrais militants laïcs, c'est-à-dire respectueux des croyances et des convictions d'autrui. Voilà, merci.